vous présenter les résultats des essais qu'on a conduits là, sur l'utilisation de graines de protéagineux, notamment févrole et soja toasté pour des vaches laitières. Et donc, un peu en contexte, pourquoi cette étude? Donc, ça a déjà été évoqué dans différentes interventions avant. Hein. La demande des filières pour lesquelles le cahier des charges évolue, pour répondre à une demande de plus en plus non OGM, locale ou bio. En parallèle, la demande des éleveurs aussi, parce que pour faire face au prix plus élevé justement de ces concentrés non OGM, bio, donc rechercher plus d'autonomie protéique, et les protéagineux sont une des voies, ne sont pas forcément la solution à tout, mais une des voies pour justement améliorer l'autonomie protéique. En parallèle à ça, on a aussi le développement de projets de CUMA de toastage à la ferme, avec l'exemple de la CUMA de la Nièvre, avec laquelle on a travaillé pour l'essai soja. Et donc, petit rappel sur qu'est-ce que le toastage, mais ça a déjà été évoqué. Donc, j'avais remis un petit schéma, mais c'était déjà dit tout à l'heure. Donc, c'est des graines qui passent dans un flux d'air à 280 degrés pour réduire notamment l'excès d'azote soluble qu'on a dans les protéagineux et qui entraîne des risques de perte sous forme d'urée. Et donc, le toastage réduit la dégradabilité de l'azote pour avoir une meilleure valorisation de ces protéines. Et par ailleurs, on l'a vu aussi, il y a une destruction partielle des facteurs antinutritionnels qui sont thermosensibles. Alors, quand on l'a vu aussi, hein, protéagineux, il y a différentes valeurs. Ça va du soja à 35% de protéines jusqu'au poids à 20%. Et donc, le toastage est d'autant plus intéressant qu'on va s'adresser à des graines qui sont quand même assez riches en matière azotée. Et puis, on l'a évoqué, du coup, je ne reviens pas dessus, mais les facteurs antinutritionnels qui concernent effectivement beaucoup plus les monogastriques, mais on a quand même peu de références récentes sur les ruminants. Et le soja contient aussi une uréase qui peut, a priori dans la biblio, tout au moins, entraîner des intoxications ammoniacales. Et donc, le toastage serait aussi une sécurité par rapport à ça, sur des quantités importantes apportées sur de longues durées. Ici, une petite photo justement du toaster de la CUMA Terreau, là, dans la Nièvre, avec laquelle on a travaillé, qui est mise sur une remorque et tractée par un tracteur pour aller d'exploitation en exploitation. On voit une remorque avec la graine crue et puis l'autre remorque qui récupère la graine toastée. Et puis donc, pour arriver directement aux essais qu'on a pu conduire, il y a l'essai Févrole qui a été conduit au lycée agricole de Fontaine en 2018, où on a testé avec un lot témoin qui ne recevait que du colza et un lot expérimental qui recevait de la graine de févrole toastée et du tourteau de colza, puisqu'on ne pouvait pas, compte tenu de la richesse insuffisante de la févrole, on ne pouvait pas supprimer complètement le tourteau. Et donc, dans cet essai, avec 3,5 kg de graines de févrole, on a pu remplacer 2,2 kg de céréales et 2,9 kg de tourteau de colza, parce que les graines de protéagineux sont aussi assez riches en énergie, ce qui permet d'économiser aussi les céréales. Et donc, les résultats techniques, vous les voyez là à gauche. Quand on fait un petit peu la synthèse, on s'aperçoit que sur cet essai, on a perdu 1,6 kg de lait. On a perdu un petit peu de taux protéique, a gagné un petit peu de matière grasse. Donc, ça, c'est dans les limites, ce n'est pas significatif au niveau stat. Et puis, en fait, la perte de lait qu'on constate est compensée par l'économie de concentré qu'on a pu faire avec des marges de brut qui finalement sont très proches l'une de l'autre. Donc l'enseignement quand même de cet essai-là sur vaches laitières, c'est qu'on a quand même des résultats qui sont encourageants et intéressants. On n'a pas eu de problème d'ingestion ni de comportement des animaux malgré la quantité assez importante de graines de févrole consommées. Par contre, dans les précautions à prendre, il faut sans doute faire plusieurs analyses pour s'assurer de la valeur de ces graines de févrole, parce qu'on a eu des résultats contradictoires qui ont aussi conduit à des ajustements peut-être insuffisants et qui expliquent en partie l'écart de lait qu'on a à l'arrivée. Donc après avoir fait cet essai sur févrole, on a fait un essai sur soja toasté au lycée agricole de la Barotte, et où là on a pu, sur une ration où il y avait un petit peu moins de maïs dans la ration totale pour les vaches, on a pu supprimer complètement le tourteau de soja. Avec 2,6 kg de graines de soja, on a pu économiser 1,6 kg de tourteau, avec des résultats techniques un peu surprenants, mais très intéressants, notamment en production laitière, puisqu'on a gagné 2,3 kg de lait avec la graine de soja. Par contre, on a effectivement perdu sur la matière grasse et la matière protéique, avec des baisses de taux significatives. Et sur l'aspect économique, le lot expérimental, donc avec la graine de soja, a été pénalisé
puisqu'on a une marge brute qui est inférieure au lot témoin et essentiellement expliquée par le coût de la graine de soja de départ, plus le coût du toastage, alors qu'on avait un coût de tourteau de soja OGM, un classique, qui était à 385. Et en fait, bon, ce résultat est quand même très intéressant en termes de réponse technique. On n'a pas eu de soucis ni d'ingestion, ni de fonctionnement du troupeau, avec des quantités de graines de soja qui sont montées jusqu'à 3,5 kg pour les plus fortes productrices. La limite, c'est l'équilibre économique, effectivement, qui dépend et du marché du soja et de la valorisation par les filières. Dans notre cas de figure, il faut un écart entre le prix de la graine et le prix du tourteau qui soit de 94 € pour être à l'équilibre. Quand on sait qu'un soja non OGM, c'était en gros 100 € de plus par rapport à un soja OGM. Voilà, on retombe un peu sur ces tendances-là. En conclusion, sur les aspects techniques, on a, avec ces graines de protéagineux, on a une production laitière quasi égale ou voire supérieure avec le soja, mais on a un effet négatif sur les taux qu'on explique en partie par un déficit en méthionine de ces protéagineux qui rentrent dans la constitution, la synthèse du taux protéique. On a une réduction des facteurs antinutritionnels avec le toastage, même si on a vu pour les ruminants, c'est moins grave. Et par contre, il faut pouvoir, dans ce cas-là, toaster les graines, donc avoir une cumat de toastage ou un prestataire capable de le faire. Au niveau économique, le coût de la graine de départ rentre en compte avec le coût du toastage. On a bien sûr une réduction des intrants, une amélioration de l'autonomie protéique au travers de la diminution du tourteau. Et puis, ça permet de répondre aussi aux attentes de filières non OGM, certifiées France, comme on peut voir en ce moment, et qui se développent. Au niveau main-d'œuvre, il ne faut pas négliger le temps du toastage, l'aplatissage et stockage, même si ça reste quand même gérable. Et puis, en termes de distribution, par contre, on n'a eu aucun problème, même au DAC, même en conservation en big bag, une fois aplati. Au niveau agronomique, on a les bénéfices, évidemment, des protéagineux qu'on intègre dans une rotation. Par contre, si on se place à l'échelle de l'éleveur, sur une exploitation polyculture élevage, et qui aurait un troupeau de 65 vaches et qui voudrait nourrir sur 6 mois avec de la graine de soja, comme dans notre dernière expé, il faudrait quand même 10 hectares à 30 quintaux, ce qu'on n'a quand même pas tous les ans. Et du coup, ça renvoie vers les questions autour de la contractualisation locale, des échanges avec céréaliers pour couvrir tout ou partie des besoins en protéines qu'on pourrait avoir sous forme de protéagineux. Voilà très rapidement les résultats d'essai, et puis merci pour votre attention.